Bonsoir, bienvenue. Je vais vous en parler juste un mot de l'association Estraciran. La suite, on va passer aux artistes. Depuis 2009, l'association Estraciran agit pour le dialogue interculturel et la circulation des savoirs et la valorisation des cultures liées à l'Iran. Ceci dans une stricte neutralité politique et religieuse. Du 16 au 29 mars, la 9e édition du festival Estraciran propose, avec de nombreux partenaires, la métropole strasbourgeoise, plus de quarantaine de rendez-vous, dont des expositions, ateliers, conférences, projections, spectacles, des rencontres littéraires. Dans un contexte international sensible, nous avons fait le choix de la sobriété et de la compensation avec la famille des victimes en Iran, en annulant les événements festifs. Estraciran remercie les bénévoles, partenaires, mécènes et institutions associées en vous souhaitant à tous un très bon festival. Je vais passer la parole à Sépidé qui va vous parler des artistes. Merci. Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux artistes dont les univers se répondent et se complètent. Tout d'abord, Massoud Salari, journaliste et auteur, dont l'œuvre explore avec profondeur les thèmes du temps et de la mémoire et du devenir. Dans son ouvrage, Position et celui de la nostalgie du futur, il interroge une tension essentielle, celle entre ce que nous avons été, ce que nous sommes et ce que nous projetons de devenir. À travers une écriture à la fois sobre et percutante, il donne forme à une réflexion intime mais universelle sur notre rapport au futur, un futur à la fois désiré, redouté et parfois déjà chargé de nostalgie. À ses côtés, Kaveh Kavussi, artiste plasticien, prolonge cet univers par une approche visuelle et sensorielle. Illustrateur de l'un de ses ouvrages, il ne se contente pas que d'accompagner le texte. Il propose une interprétation sensible, une lecture parallèle où les formes et les images traduisent ce que les mots suggèrent. Le dialogue entre l'écriture et l'image crée ainsi une œuvre à deux voix, où la poésie et l'art visuel se répondent pour explorer, chacun à leur manière, cette idée singulière qui est la nostalgie du futur. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir messieurs Massoud Salari et Kaveh Kavussi.
Merci. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis vraiment ravi d'être aujourd'hui parmi vous à Strasbourg. C'est la première fois qu'on présente nos livres, que nous présentons nos livres à Strasbourg, parce que nous l'avons déjà fait à Paris, à Besançon, à Lyon et à Paris dans plusieurs endroits. Mais c'est vraiment un grand honneur pour nous de découvrir Strasbourg avec cet événement. Je dis bien découvrir parce que Strasbourg, c'est une ville que je connais déjà. Pour mon ami Carvet, c'est la première fois qu'il vient à Strasbourg. Mais la Strasbourg que je découvre aujourd'hui, c'est autrement. En fait, je ne l'ai jamais découverte comme aujourd'hui parce que je participe à un événement qui est en lien avec la culture iranienne. Et pour moi, c'est un grand honneur en ce moment. D'abord parce que c'est au début de l'année iranienne, selon le calendrier iranien, on est en début de l'année. Vous connaissez sûrement le nouvel an iranien qui s'appelle Nowruz. Et c'est d'autant plus important pour nous aussi parce que l'Iran est encore une fois à la une de la presse du monde entier, malheureusement pas pour une bonne cause, mais en tout cas au moins j'espère que ça finira en victoire pour le peuple iranien. Aujourd'hui, on va vous présenter nos livres. Un livre que j'ai écrit avec Kaveh Karoussi, l'artiste iranien à mon côté, et le deuxième que j'ai écrit, un recueil de poèmes encore, que j'ai écrit pour les tableaux de notre autre artiste iranien, Hassan Nozadian, qui malheureusement est absent aujourd'hui. Il était censé venir avec nous, mais hier soir, il a pris froid et puis il avait la courbature et tout. Je lui ai proposé de se reposer, malheureusement. Il a demandé pardon de ne pas pouvoir être présent aujourd'hui parmi nous, et c'est dommage. Le premier livre dont je vais vous parler s'appelle « Position au pluriel ». Bon, bien sûr, après moi, Kaveh va parler aussi, parce que c'est un mariage d'art dans ce recueil. C'est un recueil de poèmes. Il s'agit des poèmes que j'ai écrits à partir des tableaux de Kaveh Karoussi. Kaveh, Sebide vient de présenter, est un artiste confirmé et connu en Iran, un artiste d'art plastique plutôt abstrait, bon, enfin il va expliquer lui-même, mais qui joue aussi de tambour, l'instrument à cordes iranien. L'idée nous est venue lorsque Kaveh, en 2024, au début de 2024, il m'a montré quelques peintures, quelques tableaux sur lesquels il était en train de travailler. C'était une nouvelle collection qu'il était en train de peindre. Et l'idée m'est venue de dire un poème pour certains d'entre eux, de ces tableaux. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dit des poèmes pour quelques-uns de ces tableaux. Et je lui ai dit, tiens, si tu continues à faire des tableaux dans cette collection et que je continue à dire des poèmes, on peut en faire une collection, on peut publier un livre là-dessus. Et on s'est mis d'accord, superbe comme idée. Mais en attendant que ce projet aboutisse, on a décidé de faire la même chose avec une collection déjà existante, c'est-à-dire une collection qu'il avait déjà faite, il avait des tableaux qu'il avait déjà peints, et à partir desquels il avait même mis une exposition à Paris et dans d'autres villes aussi, je pense à Amiens, à Reims, à Paris, cette collection Position. Et c'est ce qu'on a fait, ça a été réalisé et notre projet dépasse le premier. Alors finalement, on a réussi à publier et la première collection dont je vous parle reste encore à publier, il n'est toujours pas publié.
Voilà, c'est pour dire que j'ai écrit des poèmes à partir des tableaux. Parce que souvent on pose la question, c'était d'abord des tableaux ou des poèmes? Non, c'était d'abord des tableaux. Et j'ai dit des poèmes à partir de ces tableaux. Pour ce qui est de la peinture, je laisse la parole à Kaveh lui-même, parce que c'est une collection particulière qu'il connaît mieux que moi. Et il peut donner des explications sur cette collection. Bonsoir. Tout d'abord, je suis désolé, depuis 5 ans, 6 ans que je suis en France. Si je ne parle pas très bien, je m'excuse. Oui, de toute façon, que Massoud, il a déjà dit tout. En fait, c'est pas cette collection que vous avez en train de revoir. Et ça, c'est pour Hassan Ozadian, c'est d'autres livres, c'est pas mes tableaux. Le sujet que j'ai travaillé pendant les premières années que j'étais en France, c'était comment on dit, 2020 et 2021, pendant Covid, parce que malheureusement, quand je suis venu en France, c'était ce moment très difficile. Moi, j'ai pris mon visa de passeport talent pour rester ici pour le travail normal comme les autres, mais à partir que j'étais là, il y avait beaucoup de choses jusqu'à aujourd'hui qu'on a une guerre dans notre pays. Et Massoud, il a dit que, et heureusement, moi et Massoud, on a vraiment une idée très proche, même pour l'Iran aujourd'hui, pour espoir, pour d'être libre après, à mon avis, pas justement 50 ans, que plus, 5 siècles, et encore en plus, peut-être, de libérer à tout d'abord, on peut dire. Mais juste, je veux dire des mots sur les positions qu'après vous allez voir sur le livre. C'était des années très, très particulières pour moi. J'avais 40 ans. Déjà, 40 ans, c'est un âge un peu particulier, vous savez déjà. Et j'étais en France pour la première fois de longtemps à l'étranger. Et après, j'ai commencé de travailler sur ce sujet que ça s'appelle, maintenant ça s'appelle position. En Iran, en farsi, il s'appelle vaz'iyat. Vaz'iyat, c'est une situation que vous pouvez par exemple avoir à chaque moment, comme dans la guerre, comme vous avez tombé dans la maladie ou changement, divorcé, ou à chaque fois. Ça, pour moi, c'était ça, la situation particulière à l'âge de 40 ans, et en même temps en France, à Paris, pour la première fois. Et vaz'iyat, ou situation, maintenant c'est position, c'était comme ça, mais c'était tout abstrait. C'est la première collection pour moi, c'est que c'était abstrait, parce que moi je suis un peintre figuratif depuis plus de 20 ans, 25 ans. Mais j'ai essayé vraiment de découvrir une nouvelle situation en France. Je me suis trouvé dans une situation particulière et je me suis dit pourquoi pas, vas-y. Tu peux faire quelque chose. Et en tout cas, j'avais pas beaucoup de choix parce que j'avais pas d'atelier et d'autres choses physiquement aussi. Et c'est pour ça que j'ai commencé à travailler très petit et abstrait sur les situations et positions. Et position où tous les tableaux, ils viennent des idées d'immigration, ou toutes les choses que je commençais de santé, qu'est-ce qu'il arrive sur moi, sur ma famille, est-ce que ça va aller ou pas. Et après, en grand format, c'était vraiment la continuation sur mes travaux pendant toutes les années que je travaille à partir de quand j'avais 20 ans jusqu'à aujourd'hui, sur les sujets de changement
dans le monde à chaque fois, à chaque moment dans l'histoire, parce que j'ai beaucoup de découvrir sur l'histoire de l'art, histoire contemporaine en Iran. J'avais beaucoup de travail sur les histoires contemporaines depuis des années, depuis peut-être centaines d'années avant. Et position, pour moi, c'est un abstrait et un complet de ça avec mon nouvelle situation, même dans ma vie particulière ou dans ma vie professionnelle. C'est pour ça que je commençais de mélanger tout, que j'avais déjà expérience, comme travailler sur métal avec les couleurs qui viennent de mon culture, par exemple le bleu ou le bleu, comment on dit? Le bleu. Mon accent, c'est encore pas très bien. Et aussi, j'ai commencé vraiment d'utiliser de tous les objets que j'ai déjà ramenés avec moi dans mon petite valise parce que je suis vendu tout mon atelier où j'ai donné à quelqu'un parce que j'avais un atelier de 170 mètres, mais j'ai donné tout et j'avais de petites et j'ai commencé d'utiliser les petits objets que vous allez voir sur les images aussi. Et j'ai commencé installer et faire la peinture abstrait, et collage et tout ça. Et après un jour, après 2-3 ans, je pense que Massoud, il a déjà dit qu'il a commencé de parler sur les sujets de travail et collaboration et on a commencé vraiment de travail. Et après, moi, je la propose, Massoud, j'ai déjà une collection avec dizaines de tableaux. Et Massoud, il a dit, oui, c'est impressionnant, on va commencer. Et aujourd'hui, on est là pour présentation de notre livre. Merci, Gravé. Merci à vous. Je tiens à rappeler également que les peintures que vous êtes en train de voir, ce sont les tableaux de Hassan Nosadian, notre ami qui est absent, pas ceux de Gravé. Malheureusement, je n'ai pas le diapo des tableaux de Gravé, mais le livre est là. Le déroulement de la séance, d'après ce qu'on s'est dit avec Sepideh, avec les autres amis de l'association Strassiran, c'est que, en fait, on présente nos livres. Après, on passe à la lecture de certains poèmes de ces 2 livres, avec bien sûr l'accompagnement musical. Et après, il y aura des livres que vous pourrez acheter. Il y a aussi des cartes postales que Hassan Nosadian a fait à partir de ses propres tableaux en petit format. Voilà pour ce qui est le déroulement. Je tiens également à remercier, j'ai oublié de dire, remercier Monsieur Dr Nassiri, que j'ai l'honneur de rencontrer ce soir, que je connaissais de loin, d'après certains contacts culturels, mais que je rencontre ce soir entre nous. Voilà, pour ce qui est le livre de position au pluriel, comme il vient d'expliquer, c'est le positionnement de l'artiste à l'exil, un artiste qui quitte son pays pour se positionner en France, son pays d'accueil, et après aussi ça fait allusion également au positionnement des objets dans les tableaux, dans chaque tableau, des objets et des notions et des couleurs et des thèmes qui se trouvent dans ces tableaux abstraits. La peinture abstraite que je tiens à cœur personnellement. Après, on a discuté avec Gravé pour arriver à certaines choses, certains principes qui étaient pour nous primordiales. Déjà, on s'est mis d'accord sur le format carré du livre. Pourquoi carré? Parce que on a longtemps discuté, on est arrivé au point que tout tourne sur le chiffre 4 pour nous ici, dans ce projet. Déjà, le format est carré, parce que nous sommes d'origine iranienne, nous venons d'un pays qui s'appelle le pays des 4 saisons,
vous pouvez... Pardon. Vous pouvez trouver en même temps les 4 saisons. Pour ceux qui sont déjà allés en Iran, vous pouvez constater que c'est un pays où vous trouvez les 4 saisons en même temps dans le pays, alors qu'il fait chaud dans le sud. Vous avez toujours la neige au sommet des montagnes dans le nord-est du pays. Et voilà, c'est un pays qui est connu pour étant le pays des 4 saisons. Déjà le chiffre 4. Et puis nous venons d'une culture, d'une civilisation pour laquelle il y avait les 4 éléments qui étaient sacrés: le feu, la terre, l'air, l'eau. Voilà. On vient de cette culture-là. Encore une fois, une référence au chiffre 4. Et après, finalement, je me suis dit, j'ai dit à Kaveh aussi, on vient en France, on est accueilli en France, le pays qui... Voilà, je dis ça à chaque fois, les Français me disent normalement, mais je ne dis pas normalement. Le pays qui est la terre, enfin la culture cartésienne, les 4 principes, 4 règles de Descartes. Ouais, je dis souvent, parce que souvent les Français me disent normalement nous sommes cartésiens. Oui, non, mais c'est le pays de Descartes, c'est l'esprit cartésien. Et tout ça nous a poussé vers le chiffre 4. Finalement, on est arrivé à ce format, et le livre est composé de 4 chapitres. Ça, c'est un peu exceptionnel, c'est accidentel en fait, parce que il y avait, je pense qu'il y a 9 poèmes dans chaque chapitre. On a pu le diviser en 4, encore une fois. Et finalement, puisqu'il est question de positionnement, on a positionné dans chaque chapitre, on a positionné les vers dans un coin de la page. Ici, dans le premier chapitre, les poèmes sont en bas à gauche, et dans le deuxième chapitre, ça passe en haut à droite, et ainsi de suite. Et on a positionné les poèmes dans tous les 4 coins de la page. Et finalement, on a trouvé... Bon, c'était déjà difficile de trouver une maison d'édition qui puisse publier un livre d'art, parce que c'est un livre d'art, et qui, en fait, cède à nos conditions. Finalement, on en a trouvé une à Rueil-Malmaison, dans la région parisienne, et qui avait l'expérience de publier de tels livres. Voilà pour ce qui est le format. Après, la préface est écrite par Martine Touvenin, une amie à nous deux, une amie française historienne d'art et guide conférencière de Louvre, qui connaît très bien l'Iran, qui a beaucoup voyagé en Iran, qui était guide touristique pendant sa jeunesse en Iran, qui me connaît personnellement et qui a connu Kaveh via moi. Elle a visité son exposition. Elle avait toutes les qualités, tous les éléments réunis pour pouvoir écrire une préface à ce livre. Voilà, je ne veux pas être ennuyant. Je vais commencer à lire les poèmes, bien sûr accompagné de la musique de Kaveh, si Kaveh a quelque chose à ajouter, sinon on passe à la lecture. Bien sûr, après, à la fin, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour répondre à vos questions si on connaît la réponse. Je suis venu jusqu'à ton pays. Je suis venu jusqu'à ton pays pour adorer ta culture de vin.
Je suis venu jusqu'à ton pays pour adorer ta culture de vin, pour que tu en adores la mienne. Je suis venu jusqu'à ton pays pour adorer ta culture de vin, pour que tu en adores la mienne, et en t'enivrant de mes poèmes, comme disait Baudelaire, pour le dialogue entre les civilisations, comme on dit chez moi, en respectant cependant certains points aigus existants dans nos civilisations respectives. Je n'étais pas moins civilisé que toi. Je t'aime, tout simplement. Arcades engouffrées, passages du passé, faïences disparant, histoire à conter, témoigne le miroir, gardien des vagues d'hier. Témoigne le miroir, gardien des vagues d'hier, où les arcades chuchotent de leur propre programme de visite du lendemain. Retrouver son baiser, écho d'un moment céleste, sous les arches, là où chaque émotion se manifeste. Les faïences récitent l'amour, le miroir réfléchit les vagues, éternel départ. Couché, écrin de douce jeunesse, tu te ressembles, étoile en allégresse, effleurée par le temps, une poésie vivante, en toi s'étend. La lune, en conversation d'espace silencieuse, parle d'un ton nuancé de blanc. La lune, en conversation d'espace silencieuse, parle d'un ton nuancé de blanc. Autour d'elle s'esquisse un cercle indéfini, un infini circulaire. Le vin d'un rythme se résume en délicate peinture. Le vin d'un rythme se résume en délicate peinture. Vos regards y forment des tableaux d'émotions. Des tableaux d'émotions en blanc graduel, nuancés et subtils. Attention cependant au passage alterné du noir. Ombre et lumière y dansent sans déchoir. Mettez-y des roses dont chaque pétale palpite. Et le dernier poème de cette collection que je vais vous lire, vaut mieux de ne pas en parler
que je lise. Vous allez voir vous-même. Un petit regard noir et blanc échangé, un petit regard noir et blanc échangé, une petite fenêtre inédite, une écriture accidentellement familière, un nid de fourmis particulièrement non familière, une implacabilité déjà gravée, une perte de sens gustatif de la fraîcheur du matin, une ratée de train dans le Val d'Oise, un 14 juillet à la niçoise, une musique venant d'un voyage lointain, une odeur provocatrice de la pudeur au premier jour de l'immigration. Voilà pour ce qui était pour le livre Position. Merci pour votre attention. Je me permets de passer cette fois sur l'autre livre qui s'appelle « Les nostalgies du futur », qui, pour moi, a plus de choses à dire, notamment sur la philosophie de la vie à l'iranienne et sur les sentiments qu'éprouve aujourd'hui tout Iranien, surtout avec les événements qu'on vit actuellement. Et j'ai écrit une assez longue préface moi-même sur ce livre. Il s'agit d'une autre collection de l'ami artiste Hassan Nosadian. En fait, j'ai découvert cette collection lorsqu'il était à Lyon. Il a exposé ses dessins en noir et blanc. C'était une exposition à Lyon à l'époque. Enfin, lui, je le connaissais, c'était un ami déjà, mais l'exposition, je l'ai découverte à Lyon. Et c'était après mon projet avec Gravé. Et je lui ai proposé à lui aussi, si on fait la même chose avec toi, avec cette collection, ça serait bien parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans ce tableau. Et ça fait beaucoup référence à l'Iran, parce que dans Position, c'est pas vraiment explicitement l'Iran qu'on met en valeur, qu'on montre, mais il y a quand même des références. Il y a indirectement, on parle indirectement de l'Iran, on parle des couleurs, comme disait Gravé, des couleurs comme bleu turquoise, les couleurs qu'on trouve en Iran. Mais dans cette collection, dans ce livre-ci, vous voyez plus de couleurs iraniennes. Enfin, je dis couleurs dans le sens figuré, parce qu'il n'y a pas de couleurs, c'est en noir et blanc, mais je veux dire le thème récurrent dans cette collection est l'Iran. Encore une fois, ce n'est pas vraiment exactement une légende que j'écris pour les tableaux, mais c'est des poèmes qui sont inspirés par ces tableaux. Je l'ai appelé « Les nostalgies du futur » parce que
je voyais en ces tableaux une sorte de nostalgie qui est très mise en valeur aujourd'hui pour les Iraniens. C'est la nostalgie d'un passé souhaité par un peuple pour leur avenir. C'est assez contradictoire parce que c'est assez particulier chez les Iraniens parce que la société iranienne aujourd'hui est une société dont le passé est devenu un rêve pour l'avenir. Souvent on se dit, la nostalgie, on peut avoir la nostalgie de l'enfance, la nostalgie du passé, c'est ce qui est normal, c'est humain, mais en Iran c'est très particulier, ça a pris un sens particulier parce que c'est un pays qui vivait en prospérité autrefois et qui se trouve aussitôt dans les ténèbres absolues et qui a perdu tout le bonheur qu'il éprouvait, qu'il avait auparavant. Et là, encore une fois, il est en train de se battre, de lutter pour regagner cette prospérité. Et cette prospérité, enfin cette époque qu'il veut adapter aux critères d'aujourd'hui, bien sûr. Parce que le passé, c'est le passé. On ne peut pas revivre le passé, mais on peut quand même arriver, recommencer par le passé qu'on avait. On peut vraiment penser au futur, reconstruire le futur selon les bases du passé, parce que c'est ce qui est récurrent, c'est ce qui se voit dans tous les pays, chez toute nation. Vous avez la même chose. Vous êtes fiers, les Français, on est fiers du passé, de la culture, de la civilisation. On n'est pas vraiment perdre ces héritages à tout prix. Et on est là pour se battre, pour garder ces héritages, sa prospérité, son bonheur, sa civilisation, sa culture. C'est ce que les Iraniens sont en train de faire. C'est ce que les Iraniens ont perdu. Enfin, on leur a imposé quelque chose qui n'est pas le leur. Et les Iraniens sont en train de chercher leurs racines. C'est pour ça que dans ces tableaux, vous voyez souvent, si vous faites attention, vous voyez souvent des racines, en même temps des branches. C'est la nostalgie du futur pour moi. C'est pas exactement ce à quoi pensait peut-être le peintre, mais pour moi, les racines que vous voyez, en même temps les branches que vous voyez dans l'air, c'est un jeu, c'est un dialogue entre le passé et le futur. C'est un futur qui renaît du passé. Et les images que vous voyez, ce sont les architectures, c'est une composition d'architecture contemporaine d'il y a 50 ans, 60 ans, dans les grandes villes d'Iran, comme ici une maison à Téhéran, justement le poème s'appelle Une maison à Téhéran, ou à Shiraz, ou à Ispahan, ou dans d'autres grandes villes iraniennes, avec les voitures comme celle-ci, la voiture emblématique iranienne de l'époque du Shah, l'ex-roi iranien, qui fait la nostalgie pour les Iraniens. Ici, vous voyez la voiture avec ses racines et puis ses branches qui montent en l'air. Voilà, c'est ça qui compose cette contradiction. C'est pas vraiment une contradiction, c'est une particularité, je veux dire. C'est à partir de ces thèmes-là que je me suis permis d'écrire des poèmes. Il y a aussi des nostalgies qui ne font pas, comment dirais-je, qui sont en fait de mauvais souvenirs qu'on a d'une époque. Moi, ma génération, notre adolescence, notre jeunesse est passée dans l'obscurité. Ça, j'en parle aussi, mais cette fois, il ne s'agit plus de la nostalgie, la douce nostalgie qu'on avait du passé, mais c'est une mémoire amère qu'on a quand même gardée, une cicatrice qu'on a gardée, surtout de la période de la guerre, de 8 ans de guerre entre l'Iran et l'Irak. Là, on a vécu le plus ténébreux, le plus sombre de notre histoire contemporaine, et que le régime iranien actuellement, bon, je ne veux pas entrer dans les discours politiques, mais c'est une vérité, c'est une réalité, c'est un fait, je parle factuellement, que le régime actuel cherche toujours à imposer, mais vous avez un peuple devant vous qui résiste et ne permet pas. Merci. Voilà, encore une fois, je ne veux pas être ennuyant, je vais commencer à lire les poèmes.
Vous avez affaire à des éléments qui font référence à l'Iran et la culture et la vie iranienne. Et pour ce qui est le mémoire de la guerre Iran-Irak, je vous récite également un poème plus long que d'habitude parce que les poèmes sont souvent courts. Et quand on arrive, je vous expliquerai. Le chat persan. Le soleil d'automne caressa le balcon. Le chat persan s'étira, évoquant une douce chanson. Le garde-corps devint complice d'une féline habitude. Le garde-corps devint complice d'une féline habitude. Le corbeau observa, songeant en perçant sa quiétude. La courbe. Sur le mur courbé, une ligne contemporaine. L'âge du château se mêle à la modernité sereine. Un flamboiement d'idées, un mariage entre clair-obscur. Un mariage en clair-obscur où le passé s'est censé... Pardon. Un mariage en clair-obscur où le passé s'entrelace à l'élan du futur. Peykan. Vous savez, Peykan, c'était la voiture emblématique iranienne pendant longtemps, la voiture nationale iranienne qui était produite à l'époque du Shah et qui a continué à être fabriquée sous la République islamique aussi, mais dont la fabrication a été arrêtée il y a quelques années. Peykan. Une poussière maltraitée, témoin des épreuves, tournoie à travers les souvenirs d'un avenir déjà vécu. Les réminiscences se reflètent dans la sculpture usée de l'histoire, à peine perceptible sur des pneus de Peykan, cette irrésistible gardienne emblématique des moments révolus d'un peuple autrefois prospère. Les yeux contrariés de cette relique emmurée dans le labyrinthe des décennies seront les témoins du temps qui s'écoule, scrutant le cours du destin, se demandant si tout cela résistera au poids des ans. Et un poème qui fait référence à la guerre Iran-Irak, à la période guerre Iran-Irak, avec beaucoup d'éléments marquants et de mauvais souvenirs qui nous a laissés, toujours à cause de la République islamique. C'est vrai que la République islamique cherche toujours à appeler cette guerre une guerre imposée. Et c'est vrai parce que c'est Saddam Hussein qui a commencé la guerre, mais c'est vrai aussi que l'ayatollah Khomeini avait déjà commencé à susciter la contestation en Irak même. Mais en tout cas, de toute façon, quelle qu'en soit la cause, c'était le peuple qui en avait subi les conséquences. C'était ma génération. C'était les adolescents de mon âge qui ont vécu ces moments difficiles, comme on le vit aujourd'hui, toujours sous le bombardement. Avec Gravé, on parlait tout à l'heure des bombardements. Moi, je viens d'Ispahan, une ville au centre de l'Iran, mais on a quand même vécu les bombardements pendant 8 ans. Pendant quelques années, on bombardait les villes aussi. Lui, il vient de Abadan, une ville au sud de l'Iran, qui était vraiment au front de la guerre et qui était toujours bombardée par les Irakiens, l'armée irakienne. Et on a vécu tout ça. On pense en même temps aux Iraniens qui sont sous le bombardement. Et une guerre sous une guerre. Désolé, je passe toujours en politique parce que
essayons de ne pas parler de ça, mais c'est vraiment pas possible, parce que nous vivons un moment difficile, une guerre, encore une fois, imposée, je dis mon avis personnel, imposée par la République islamique, parce que c'est un régime qui disait pendant 50 ans, 47 ans, mort aux États-Unis, mort à Israël, et qui lançait le second, mort à tout le monde, à l'Occident, et qui n'attendait pas qu'un jour ses ennemis, soi-disant ennemis, attaquaient. Voilà. Bon, on aura le temps d'en parler plus largement, plus amplement, mais je me permets de vous dire ce poème. Je vous rappelle également qu'il y a des noms propres, un nom propre dans ce poème, Sadegh Ahangaran, c'est celui c'est un chanteur connu en Iran qui, pendant la guerre, chantait des chansons en fait, encourageant les gens pour aller faire la guerre, pour devenir martyr, shahid, comme on dit en persan. Et lui, il disait ce qu'on appelle en arabe zikr ou dhikr. Voilà, c'était des chansons qu'on entendait tout le temps, tous les jours, à la radio, à la télévision, et qui faisaient notre adolescence. En fait, on a vécu l'adolescence avec ces chansons de guerre. Et il y a aussi un autre mot, un darouni, c'est un appartement intérieur dans les maisons traditionnelles iraniennes où les femmes, s'installaient pour ne pas être vues par des étrangers, des hommes étrangers. C'est un peu plus compliqué, plus spécial dans l'architecture, mais je vous dis en gros, il s'agit d'un espace privé des femmes dans la maison traditionnelle iranienne. Alors, son et ombre d'une maison éternelle. Son et ombre d'une maison éternelle. Cette maison ne présente aucune cicatrice apparente. Cette maison ne présente aucune cicatrice apparente, ni de cette longue guerre sans merci, ni de cette révolution sanglante, ni des trous dans le mur infligés par des roquettes, ni des ravages causés par le passage des chars. Elle porte simplement les peines de ses occupants. Cette maison sent l'uniforme du fils unique de la famille, tombé non pas pour la patrie, mais pour la révolution, pour l'amour de Dieu, pour l'islam. Cette maison reflète le souvenir de son miroir mural dans son andarouni, où la femme contemplait son image sans crainte, sans contrainte, sans voile. Pourtant, pas tout à fait libre et sans appréhension, car il y avait la foi. Car il y avait la foi qui la surveillait même dans son intimité. Cette maison a la gueule de bois de la soirée où les jeunes ont dansé, chanté et bu en l'honneur du Yalda, la plus grande nuit de l'année qu'on fête chez les Iraniens. Cette maison a la gueule de bois de la soirée où les jeunes ont dansé, chanté et bu en l'honneur du Yalda pour être ensuite flagellés férocement pour avoir osé danser, chanter et boire. Cette maison répercute les croissements de l'automne. Cette maison répercute les croissements de l'automne et le bruit des moineaux dans le grenadier du jardin lorsqu'elle témoigne l'effondrement de la maison voisine, ruine due à l'usure du temps, car le temps n'était pas beau. Cette maison conservera encore pendant de longues années, avant de s'éteindre à jamais, l'écho des appels à la guerre, lancé au rythme néfaste des chants de Sadegh Ahangaran, diffusé à la télévision en noir et blanc. Cette maison suspend toujours à sa balustrade
Cette maison suspend toujours à sa balustrade des linges encore humides. Cette maison suspend toujours à sa balustrade des linges encore humides, du sang des martyrs. Et pour finir, pour terminer, je vous dis un petit poème que j'ai traduit en français à partir d'un poème en persan que j'ai dit moi-même. Voilà, je vous dirai peut-être après la version persane aussi, parce que beaucoup d'entre vous sont iraniens, iraniennes et vont comprendre. Le partage. La solitude de ce banc en bois sera-t-elle partagée avec un autre que moi demain, peut-être par toi? En persan, تنهایی نیمکت چوبی را فردا تو با دیگری تقسیم خواهی کرد یا من. Merci beaucoup. Merci. Et pour terminer, si j'ai encore 2 minutes, et pour terminer, puisque avec Sepideh, on s'est dit que c'était un événement en français, et pour présenter nos livres en français, parce que j'hésitais déjà à amener mon autre livre que j'ai écrit en persan, un recueil de poèmes en persan que j'ai publié en 2025 à Paris, édition Nakoja.
j'aurais aimé vraiment lire un de ces poèmes pour les amis iraniens. Désolé les amis français, mais je me permets quand même de terminer mon intervention avec ce poème pour donner un peu d'espoir en ces temps pas très agréables, pour nous donner un peu d'espoir. C'est un poème que j'ai écrit à partir d'un vers d'un poète classique iranien qui s'appelle Shah Ne'matullah Vali. Voilà. Les amis français peuvent constater un peu la sonorité de la poésie persane, la poésie classique, avec rime et rythme aussi. در زمستان بهار می‌بینم، در زمستان بهار می‌بینم، گرمی روزگار می‌بینم. گرچه هنگام کوچ چلچله نیست، باغ را بیقرار می‌بینم. سرو در سرو باد میشنوم، باغ در باغ سار میبینم. مثل یک ایستگاه متروکه خواب سوت قطار میبینم. مثل تصنیف کوچه بازاری رقص تنبور و تار میبینم. بی سوار است جاده اما من در سوادش غبار میبینم. یک نفر باز یاد ما کرده، دست خیری به کار میبینم. در دلش رنج جلجتا مانده، بر سرش تاج خار میبینم. مثل حوای سیب خورده رسید، سینه اش را انار میبینم. گرچه بنیان شهر لرزان است، خانه را برقرار میبینم. سردی خانه مانده است اما گرمی روزگار میبینم. مرسی. Pardon, je suis un peu émue. S'il y a des questions dans la salle, je vous remercie infiniment pour votre intervention. S'il y a des questions, je vous passe le micro. J'avais l'intention de dire ce que je vais dire maintenant, c'est que franchement, c'est un talent, un art de pouvoir s'exprimer en poésie. Ça, on peut sans doute dire ça pour toutes les langues, mais de s'exprimer dans une autre langue que sa langue maternelle, c'est encore une complication qui s'ajoute. Et je me demandais comment vous avez réussi à faire ces poèmes en français, qui n'est pas votre langue maternelle. Si je ne me trompe pas, vous me corrigez. Mais quand on lit, moi j'ai eu la chance de lire un petit peu ici, quand on lit, on voit le message que vous voulez transmettre, c'est-à-dire la nostalgie pour le passé et l'espoir pour l'avenir, et de vous voir un jour, de quitter cette terre d'accueil pour le retour, la terre qui vous attend. Alors, quelle est la difficulté? Je résume ma question. Quelle est la difficulté de faire ces poèmes en français? Autrement dit, respecter les règles en français. Parce qu'en persan, c'est d'autres types de qafiyyé, d'autres types de rimes. Donc, quelle est la difficulté? Dites, si vous pouvez dire quelques mots. C'est une très bonne question. J'essaie de répondre parce que il faut que j'entre aussi en autopsychologie, c'était aussi autopsychiatrie parce que je ne suis pas spécialiste, mais en ce qui me concerne, moi je vais vous dire un peu mon parcours parce que j'ai commencé à apprendre le français dès l'âge de 16 ans, 17 ans, et j'ai appris le français à l'université en Iran jusqu'à niveau de Bac plus 6 pour licence en Iran, et pour le doctorat je suis venu en France à l'université de Dijon et j'ai étudié la littérature française. C'est pour ça que je sais parler, je sais écrire en français, si j'ose dire. Et après, je suis poète en ma propre langue. Et comme je vous ai dit, je viens de publier un recueil de poèmes en 2025.
Le défi pour moi, c'est vraiment, c'est vrai, c'est un défi, mais le grand défi pour moi, c'est de pouvoir m'exprimer, me faire comprendre à mon lecteur iranien ou français. Il faut faire cette distinction parce que c'est vrai, on peut traduire les poèmes, on peut traduire la poésie, mais déjà traduire soi-même, c'est beaucoup plus difficile parce que je ne sais pas comment expliquer. Il faut expérimenter. C'est une expérience particulière. Mais pour me faciliter la tâche, à chaque fois, quand je dis le poème en français, je me mets à la place du lecteur français. Et à l'inverse, quand je dis le poème en persan, je me mets à la place d'un lecteur iranien, persanophone. Voilà, c'est une solution que j'ai trouvée pour moi-même. Après, si ça marche ou pas, je ne sais pas. Parce que pour moi, la langue est très importante. La langue est l'élément et l'outil du poète, et l'outil de l'écrivain. Tout le monde peut faire une maison avec des briques, tout ça, mais seul un architecte peut en faire un art. Mais l'architecte, qu'est-ce qu'il fait? De quoi est-ce qu'il se sert? Il se sert des briques, des matériaux que tout le monde connaît. Mais seul un architecte peut en faire une œuvre d'art. Seul un poète peut faire une œuvre d'art à partir des mots. Mais ces outils, ces éléments, ces matériaux sont des mots. Alors, c'est pour ça que j'essaie beaucoup de jouer avec les mots, de choisir le bon mot, de faire des assonances, des allitérations. Moi, j'aime bien ce jeu-là. Trouver des rimes, parce que, par exemple, j'ai des ghazals, une forme de poème classique iranienne, dont je viens de vous dire un exemple tout à l'heure. Je dis des ghazals en persan, et j'ai déjà traduit exactement en français avec rime, avec le rythme, parce que le français et le persan sont deux langues riches et deux grandes cultures. C'est ça qui m'aide beaucoup. Je suis le premier traducteur, Monsieur Nasseri, je suis le premier traducteur de Jean Racine en persan. Avant moi, jamais personne n'avait osé de traduire Jean Racine en persan. Et les Français me demandent, mais comment tu traduis Jean Racine? Déjà, les Français, aujourd'hui, les jeunes ne peuvent pas lire même Jean Racine, parce que j'ai traduit Phèdre. Mais de l'autre côté, paradoxalement, il y a quelque chose qui me facilite la tâche, c'est que nous avons affaire à deux langues riches. Il y a la même richesse en persan qu'en français. Je peux facilement, il faut être quand même connaisseur de la littérature. Mais je suis capable de trouver les équivalents en persan de ce qu'a dit Racine. Et vice-versa. On peut vraiment trouver l'équivalent de Hafez, des mots de Hafez en français. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit apte à le faire. Moi, la solution que je me suis trouvée, voilà, c'est ce que je vous dis. Je me mets à la place de mon lecteur. Je dis, est-ce qu'un Français va comprendre ça? Des fois, je suis obligé, comme dans le poème, je vous ai dit tout à l'heure, je suis obligé d'ajouter une note de bas de page pour écrire ce qui est le Sadegh Angaran. Mais voilà, c'est tout. J'évite quand même de trop expliquer et de dire ce que je veux dire dans le poème même. Voilà, je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question. Voilà, merci. La dame, au fond, avait une question. Oui, bonsoir. Vous avez un peu répondu aussi à la mienne. Déjà, je vous remercie tous les deux pour votre présence et ce partage. Pardon, c'est pas assez fort. Je m'interrogeais justement si vous traduisiez régulièrement du coup vos poèmes d'une langue à une autre, mais vous avez un peu répondu déjà à la question. J'entends pas très bien. Pardon, je suis désolée. Non, c'était sur savoir si vous traduisiez, du coup, écriviez des versions équivalentes, si vous voulez, de la plupart de vos poèmes d'une langue à une autre. Mais vous en avez déjà un petit peu parlé juste avant, donc j'avais levé ma main. Est-ce que je traduis depuis ma langue maternelle? Je n'ai pas très bien compris, désolé. Parce que ça fait écho. Non, oui, c'est ça, c'était ça. Est-ce que vous écriviez pour la plupart de vos poèmes une version en fait dans l'autre langue en fait, c'était ça, mais vous en avez un petit peu parlé, disant que vous ne le faisiez pas systématiquement. Donc je pense que vous avez déjà répondu à ma question. Je suis désolée, je l'ai levé avant la question du monsieur.
Je suis vraiment désolé, je n'ai pas très bien compris la question parce que ça fait écho. Je vais reformuler si vous voulez bien. Elle demande si, quand vous écrivez un poème en français, systématiquement, vous le traduisez en persan et vice-versa. Ah oui, c'est le mot systématiquement que je n'entendais pas bien. Non, pas forcément, pas systématiquement. Je dis des poèmes en français et je dis des poèmes en persan. C'est pas systématique, mais comme je viens d'expliquer, il y a quand même quelques poèmes que je vois, que par exemple ce poème-ci est capable d'être traduit et d'être compris par les Français, je le dis en français, ou je m'auto-traduis aussi. Ça arrive, mais c'est pas systématique. C'est très difficile de se traduire. C'est vraiment un grand défi, une grande difficulté littéraire de pouvoir se traduire. Et après, voilà, quand je me traduis, je regarde si c'est traduisible, déjà traduisible. Disons que moi, je ne crois pas en intraduisibilité. Je dis que tout est traduisible. Mais il y a des textes qui n'ont pas encore trouvé leur traducteur. Et il y a des textes qui ne trouvent pas leur traducteur. Mais le texte en lui-même n'est pas intraduisible. Mais voilà, comme je vous ai dit, j'ai dit un ghazal en persan que j'ai traduit en français parce que j'ai vu qu'il y avait la même richesse de langue en français, le même rythme et rime, capacité de rythme et de rime en français, parce que ghazal, quand je le traduis en français, ça me donne, je pense, à alexandrin. Alexandrin en français, voilà, vous avez la matière, vous avez la capacité, la possibilité de traduire. Sinon, bon, je laisse tomber, quoi. Je ne traduis pas. Je laisse quelqu'un, finalement, me découvre pour me traduire en français ou en persan. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation déjà. Et j'avais une question plutôt identitaire par rapport à vos poèmes. Moi, je pense avec ma casquette ingénieur, je me mets à votre place, qui est en rapport beaucoup avec d'émotions. Vous êtes immigré, vous avez changé le pays, y compris KV, et c'était en quelque sorte, je pense, une obligation à un moment donné. Et la suite, vous avez changé votre entourage, environnement, et d'un seul coup, voilà, je pense que c'est plus compliqué. Sortir un poème, c'est pas comme moi avec ma casquette ingénieur que j'appuie sur un bouton et je travaille. C'est lié à votre entourage. Et comment vous avez vécu ça déjà? Vous les deux, je poserai également un KV. Je pense que c'est un peu plus complexe pour vous. Peut-être que je me trompe, parce qu'il y a question de langue, une nouvelle langue, c'est une nouvelle culture aussi. Et ça demande une autre vision peut-être. Et la suite, pour KV aussi, ça m'intéresse. Comment vous avez vécu ce changement et vous avez eu des difficultés à sortir votre œuvre au départ quand vous êtes arrivé en France? Merci. J'ai très bien compris, mais je vais laisser la parole à KV parce que notre parcours est différent. Moi, je ne suis pas réfugié. Lui non plus, d'ailleurs. J'étais déjà naturalisé français avant de venir en France. C'était très particulier parce que, après, j'ai vécu des soucis politiques en Iran, comme beaucoup. J'ai été obligé de ne plus rentrer dans mon pays d'origine. Mais j'étais déjà familier avec la France et le français, la culture française. Voilà, je suis un cas particulier par rapport aux autres immigrés peut-être. Mais KV, il a vécu un autre parcours. Je vais lui laisser la parole, mais juste pour ajouter, vous parlez de votre profession et métier d'ingénieur. C'est très intéressant de faire mention à ça aussi, parce que quand on est poète, quand on est écrivain, moi, le meilleur exemple, c'est encore moi, excusez-moi. Le meilleur exemple, c'est moi-même, mes deux métiers en fait. Je suis journaliste et auteur. En ce qui concerne l'ingénieur, je ne sais pas, mais en tant que journaliste, je dois être le plus objectif possible. Ça, vous êtes d'accord? Un journaliste est censé être le plus objectif possible. Mais quand je suis auteur, je suis censé être le plus subjectif possible.
Et c'est vraiment un grand défi aussi, encore une fois. Mais je laisse la parole à Kaveh pour nous expliquer comment il vit ce changement d'ambiance, ce changement de milieu de vie. Comment tu as vécu l'immigration? Ah oui, je pense que, j'espère que j'ai bien compris votre question. En fait, je pense que pour tous les artistes, comme moi, en tant qu'artiste plasticien, quelqu'un qui travaille avec les matériaux, c'est une expérience parce que, par exemple, en revanche, rencontrer comme quelqu'un comme les poètes, on a des matériaux et on travaille avec les matériaux comme les peintres ou les autres choses. Mais pour s'adapter subjectivement, c'est un peu vraiment compliqué. Parce que oui, les matériaux, c'est la même. Moi, j'ai toujours travaillé avec les matériaux que je travaille dans mon pays. Comme tous les peintres, comme tous les artistes plasticiens. Mais mentalement, ça change vraiment toutes les choses dans notre tête. C'est comme une renaissance pour les artistes. Je ne sais pas, mais peut-être vous avez lu sur les artistes connus dans le monde, comme quelqu'un comme Picasso, par exemple. Mais Picasso, il a travaillé juste dans l'Europe. Mais par exemple, pour moi j'ai travaillé dans deux mondes très différents, quelqu'un comme moi. Mais il y a beaucoup d'artistes comme moi dans le monde aussi. Mais personnellement, qu'est-ce que je peux dire dans quelques mots, dans juste peut-être une minute? C'est très difficile pour moi par rapport à mon langue en français, mais c'est juste, je peux dire que je me trouve d'abord dans une atmosphère que je ne peux pas inspirer. Ça veut dire, à l'âge de 40 ans, un artiste peintre, après 20 ans d'expérience, après plus de 70 expositions dans le monde, quelqu'un comme moi, je me trouve dans le vide, dans le vraiment vide. Mais peut-être c'était par rapport de la situation de Covid ou d'autres choses qu'on avait déjà ensemble. Je ne peux pas vraiment séparer de choses comme ça, mais c'est vraiment c'est pour ça que peut-être mes travail, ça change beaucoup. Et vous savez, maintenant, après 56 ans, je suis adapté comme les animaux qu'ils vivent dans les lots, sur Terre en même temps. Je suis comme les animaux comme ça. Je suis adapté d'avoir mon sentiment à l'ancien, ça veut dire mon culture, avec adaptation de la vie en France, en Europe et d'autres choses. En France, il m'a donné d'autres choses. Je pense que peut-être les autres pays, ils n'ont pas été capables de faire ça parce que en France ou à Paris, je vis avec plusieurs nationalités. C'est pas justement les Français. Moi, j'ai habité à côté les Africains, à côté des Arabes, à côté de toutes les communautés que vous savez, ils sont installés en France ou justement à Paris. C'est pour ça que petit à petit, par exemple, aujourd'hui, après le 8 janvier, 8 janvier, massacre en Iran, je peux vous annoncer que je travaillais mon premier tableau. Après que j'ai travaillé plusieurs tableaux, peut-être centaines de tableaux que j'ai travaillé pendant 5 ans en France, mais mon premier tableau qui c'était vraiment à moi. Et moi, ça veut dire qu'avec aussi un artiste iranien avec 46 ans, à l'âge de 46 ans, mais vraiment Kaveh iranien, qu'il est vivant maintenant, il vit à Paris, en France, en Europe. Ça veut dire, sa durée, c'était 6 ans à peu près.
Et ça a commencé avec un accident très 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 grave dans le monde, comme massacre en Iran et après la guerre. Et pour moi, comme un artiste très sensible à chaque mouvement, et peut-être bientôt je vais avoir une exposition. Et je veux dire, pendant les 2 ou 3 séries que j'ai travaillées à partir de 2020 jusqu'à 2025, j'étais vraiment j'avais confiance et j'étais vraiment dans la situation, j'avais pas pouvoir comment on dit, inspirer. Mais quand même, je travaille parce que je peux pas être sans travail. C'était mon sentiment. Désolé, je peux pas bien vraiment donner tous avec mon capacité de langue, mais j'espère que ça vous va comme ça. Mais merci beaucoup encore. Merci à vous, CEPIDE, votre association, à vos collègues. Je suis très très contente d'être là avec vous, avec ce sentiment, avec votre ville que je trouve très 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 belle. Oui, je reviendrai bientôt avec ma femme parce qu'elle est peintre aussi. Et ma fille, elle est violoniste, elle est artiste musicien. Merci. J'avais aussi une question. Je voulais avoir votre avis sur les similitudes et les différences, le cas échéant, entre la littérature et la poésie persane et la littérature et la poésie française. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots des similitudes et des grandes différences? Oui, en termes... en fait, si on considère la spécialité littéraire, ça peut prendre plusieurs heures pour en parler, mais en gros, je veux dire en généralité, en fait, c'est 2 univers qui se ressemblent, mais il y a quand même beaucoup de différences, comme vous dites, dans le fond et dans la forme. Dans le fond, parce que nous, dans notre histoire, nous avons vécu autre chose, autres événements, et en France, les Français ont vécu autre chose. Parce que c'est l'histoire qui est différente. En Iran, on a vécu avec l'islam pendant des siècles, on a, dans notre poésie... Parce que je vous dis une chose, désolé, c'est mon avis personnel, vous pouvez ne pas accepter. Les Iraniens ne sont jamais adaptés avec l'islam. Les Iraniens ont toujours cherché une manière ou autre pour contourner l'islam qui leur était imposé historiquement. Ils ont adopté le chiisme pour être différents des autres musulmans du monde. Après, au sein du chiisme, ils ont créé, je dis encore créé, mais ils ont pris le sophisme, le mysticisme, Irfan, pour encore se différencier des autres. Et ils sont arrivés jusqu'au bahaïsme dans la religion, toujours pour avoir quelque chose pour contourner l'islam qui leur avait été imposé par le monde musulman et les Arabes. Encore aujourd'hui, encore plus aujourd'hui. Alors que la France a vécu toute autre chose. La France a vécu la Révolution française, a vécu la Renaissance après l'Italie. La France a vécu le renouvellement de la culture après le Moyen-Âge. Voilà, c'est toute une autre histoire. Alors, dans le fond, il y a ces différences-là. Mais il y a quand même des thèmes récurrents dans les 2 cultures. Parce que l'humain, c'est le même. Il y a les notions de liberté, d'amour, tout ça, ce sont des thèmes communs à travers les pays, sont des termes communs pour les humains. Et en ce qui concerne la forme, encore une fois, pour les amis qui peut-être ne connaissent pas, la poésie en Iran, c'est le genre préféré de la littérature. La poésie en Iran, c'est tout. C'est tout pour les Iraniens. Et chez nous, on dit tout Iranien est poète, sauf avis contraire.
Tout le monde dit des poèmes. Et il y a toujours des poèmes qui sont transformés en proverbes. Il y a des proverbes à partir des poèmes. Imaginez par exemple qu'on parle dans la rue toujours des poèmes, des proverbes pris des poèmes de Racine, de Corneille, de Victor Hugo. Il y en a, mais beaucoup plus en Iran. En Iran, même les poèmes contemporains deviennent proverbes. En ce qui concerne la forme, on a encore vécu une révolution en Iran. Dr Nassim sait mieux que moi. En France, ça n'a pas été le cas parce que les réformes c'était des réformes qui constituaient des évolutions au cours des siècles. Victor Hugo a commencé à faire des nouveautés, Baudelaire a créé la poème en prose, après les impressionnistes ont créé la musicalité comme Paul Verlaine et Rimbaud, et Mallarmé a rendu la poésie un peu plus compliquée que leurs prédécesseurs, et on arrive au foisonnement des genres au XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Alors qu'en Iran, il y avait toujours cette poésie, disons, classique qui prédominait jusqu'il y a 150 ans à peu près, oui, Nima-Yushij, qui a fait une grande révolution dans la forme de la poésie persane. C'est pas uniquement dans la forme, mais aussi dans la vision du monde. Et les mots modernes sont entrés dans la poésie. C'est vraiment un point de repère, une grande plaque tournante dans la poésie iranienne. Le siècle passé était une plaque tournante énorme dans la poésie iranienne. Ça, on n'a pas vécu en France. Dans la poésie de la littérature française, on n'a pas cet événement marquant, disons. Il y avait des noms, comme je vous ai dit, Victor Hugo. On a passé des écoles en écoles, de classicisme en romantisme et réalisme. Après, on est arrivé au surréalisme. Mais en Iran, ça n'a pas été le cas. Au contraire, la révolution qu'a fait Nima-Yushij, il y a plus de 100 ans maintenant, c'était inspiré par la littérature française. Et sous l'influence d'Alfred de Musset, il a écrit Les Nuits. D'ailleurs, son poème s'appelle Les Nuits. Il a une collection, une série de poèmes qui s'appelle Les Nuits. Et sous l'influence des surréalistes, il y a eu après beaucoup de poètes iraniens qui ont créé d'autres formes, d'autres genres. Et pendant longtemps, les poètes iraniens étaient sous l'influence des surréalistes. Aujourd'hui, c'est vraiment une littérature, une poésie progressive en Iran. En Iran, on a toujours eu la grande culture de la poésie. Et la poésie prédomine en Iran parce que le roman n'est pas une tradition iranienne. Le roman a été pris des Européens, surtout les Français. C'est à partir il y a 150 ans seulement qu'on a commencé à écrire des romans en Iran. Il y avait des écrits en prose, bien sûr, dans notre passé, mais le roman en tant que tel a été inventé en Iran, a été entré en Iran, dans la littérature iranienne, persane, à partir des romans européens. Voilà. C'était en gros en fait, ce que je savais. Monsieur Nassir, je voudrais donner quelques précisions pour nos amis français ici. Il y a une particularité dans notre culture, c'est l'importance de la poésie. L'importance de la poésie, ce n'est pas seulement au niveau de la littérature, ce n'est pas seulement au niveau de l'amour, c'est aussi au niveau de la politique. Autrement dit, dans une société qui a une longue histoire, mais longue histoire remplie par des dynasties, celui qui se permet de s'exprimer devant le roi, c'est plus le poète à la cour et le poète dans la société que le peuple. Autrement dit, le poète est autorisé de casser les tabous. Il casse même les règles de la langue. Il casse les règles de la grammaire, parce que tout est en poésie et autorisé. Tout en poésie est autorisé. Alors que dans l'écrit, en prose,
nous ne pouvons pas, nous n'avons pas le droit. Nous devons respecter la grammaire. Et il y a plusieurs exemples et je ne vais pas vous... C'est juste pour vous dire, la poésie, ce n'est pas seulement au niveau de la littérature persane qui est riche, la poésie, c'est aussi important au niveau de la politique. C'est pour ça que, même aujourd'hui, on peut avoir des chants, des poèmes, si vous voulez, élogieux pour le deuil de Hossein, qui est l'événement le plus religieux, le plus important dans le chiisme, mais vous pouvez avoir en même temps des gens qui pratiquent le rituel de Hossein avec des poèmes qui est en double sens et des poèmes qui visent le gouvernement, le régime, et qui n'a rien à voir avec les poèmes traditionnels pour Hossein. Alors pourquoi on autorise? Parce que c'est la poésie. Donc on ne peut pas prendre l'autre sens. Je vais donner un autre exemple. Hafez, un des 6 piliers les plus importants de la poésie persane, il critique le clergé et il mentionne le vin dans ses poèmes dès la première ligne. Alors, les chansons, apporte-nous le vin, dès la première ligne, le vin. Mais le clergé ne peut pas interdire cette poésie parce qu'on va dire qu'il s'agit du vin céleste. Et les gens qui lisent Hafez disent « Ok, vous restez avec votre vin céleste, nous sommes avec notre vin terrestre. » La bien-aimée, c'est le bien-aimé terrestre. Il ne s'agit pas de céleste. Donc, c'est le poète qui se permet, et cette autorisation, la question qu'il a posée, c'est vraiment essentiel. Parce que la poésie persane permet de casser les tabous. Et on voulait savoir, est-ce que quand vous faites, parce que vous avez tout à fait raison, quand vous faites des poèmes, quand vous faites en français, vous devez réfléchir en français. Sinon, vous ne pouvez pas vous traduire du persan vers le français, sinon ça ne marche pas. Et je comprends tout à fait ce que vous dites. Dans ce cas, est-ce que quand vous faites le poème persan, vous êtes en train de vous accorder cette autorité, cette autorisation pour casser les tabous? Est-ce que aussi pour le français, vous pouvez vous accorder cette liberté où vous êtes pris par les règles? Parce que la poésie persane, vous pouvez casser les règles, mais pas en français. Merci pour vos précisions. C'était une remarque très, très importante. Attention, quand il parle de la politique, c'est très important de mentionner ça. Oui, en ce qui concerne votre question, en fait, j'approuve beaucoup plus de liberté en français, bien sûr. Comme j'approuve beaucoup plus de liberté en vivant en France qu'en vivant en Iran par rapport à l'Iran. J'approuve beaucoup plus de liberté en écrivant en français qu'en persan aussi. Parce que, encore une fois, quand j'écris, je vous dis, je répète encore une fois, je me place, non seulement je réfléchis en français, mais je me place, je me mets à la place de mon lecteur, à la place du lecteur français ou iranien. Alors, qui dit le lecteur iranien le situe en Iran. Le situe en Iran, dans la société iranienne. Et qui dit le lecteur français le situe en la société française. Bien entendu, il y a quand même des limites et des contraintes en France aussi, malgré toute la liberté qu'on a, malgré tout ce qu'on pense dans les pays démocratiques, dans un pays démocratique comme la France. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous savez vous-même mieux que moi, il y a quand même des contraintes, surtout pour nous les Iraniens. Nous, les Iraniens, ne sommes pas de bons exemples de musulmans. Par rapport aux autres pays musulmans, je dis ça toujours aux amis musulmans d'autres pays, venant d'autres pays musulmans, que les Iraniens ne sont pas de bons exemples de musulmans. Alors, nous avons des difficultés avec des labels d'islamophobie, parce qu'il s'agit de ça. Quand je dis des contraintes, c'est ça. Et alors que quand je parle avec un ami ou une amie
musulman ou musulmane d'un pays musulman, venant d'un pays musulman, je leur explique ou même avec les Français, je leur explique que posez-moi la question sur l'islam parce que je viens de l'islam, j'ai vécu l'islam. On a l'expérience de l'islam, on a l'expérience vécue de l'islam. Quand je parle à mon fils il avait 8 ans quand il a quitté l'Iran, il ne connaît pas très bien l'Iran comme moi, bien sûr, mais quand je lui parle, il a étudié à Sciences Po avec ses idées personnelles à lui, quand il me pose des questions sur l'islam, il me dit non, je pense que tu te trompes, l'islam c'est pas comme ça. Je dis mais attends, pose-moi la question à moi, je te dis ce que veut dire l'islam, parce que je parle persan, je parle un peu arabe, je lis le Coran, on nous a imposé, enfin déjà on nous a imposé, on a forcé d'apprendre par cœur des versets de Coran quand on était à l'école, et après moi-même en tant que littéraire, parce que être littéraire en Iran, lire des poèmes en persan, nécessite quand même une certaine connaissance de l'arabe aussi, attention. C'est 2 langues différentes, mais c'est quand même, je dirais, indispensable pour un auteur ou un poète iranien de savoir quand même avoir une connaissance générale de l'arabe. Donc, je connais très bien ce que c'est que le Coran, je connais très bien les sourates du Coran, je les ai en cœur, certains sourates, mais ne parlez pas aux Iraniens comme s'ils ne connaissent pas l'islam. Ils ont vécu l'islam. C'est ça qui constitue la contrainte pour nous, écrivains, ou même pas écrivains, les Iraniens en France et en Europe. Il y a des contraintes quand même qui nous empêchent à parler de toutes choses, et les Iraniens comprennent mieux ce que je veux dire. Merci. Je ne me censure pas, hein, je ne veux pas entrer dans les détails. Si vous voulez, après j'aurai le temps, je n'ai pas peur de m'exprimer. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, on a un petit peu dépassé le temps. On a une séance de dédicaces et éventuellement des échanges un peu plus perso, et puis nos collègues qui vont faire quelques petites interviews pour collecter vos avis et questions éventuellement. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je vous laisse avec les artistes et les dédicaces. Merci.